Pauline. Voilà, moi j'ai une demande qui revient souvent au cabinet. Ce sont des personnes qui essayent de perdre du poids en fait ils me disent bah voilà j'ai changé mon alimentation, je mange moins le soir, mais finalement je stagne. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de voir au cabinet et qu'est-ce que tu réponds en fait à tes patients? Bah, c'est très, très fréquent. En consultation, j'ai beaucoup de patients qui arrivent et qui me disent, voilà, soit je fais tout bien et je prends du poids, soit je stagne effectivement. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand on veut entraîner une perte de poids, on s'imagine qu'il faut absolument, réduire à fond les apports et manger le moins possible. Et on s'imagine toujours que c'est une question de calories. Alors c'est vrai, hein, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Or, un aliment, c'est pas que des calories, c'est aussi des vitamines, des minéraux, enfin c'est plein de nutriments. Et il faut vraiment se dire que le corps, c'est une machine qui a besoin de plein de choses pour bien fonctionner, dont des vitamines et des minéraux. Donc plus on va baisser l'apport énergétique, donc plus on va baisser les calories, et bah, plus on va baisser les vitamines et les minéraux. Et au bout d'un moment, bah, le corps, il va plus vouloir fonctionner correctement parce qu'il n'aura pas ce dont il a besoin. Ok. Voilà. Et donc ce que tu veux dire, c'est que vu que le corps n'a pas ce dont il a besoin, il y a une stagnation qui est faite à ce niveau-là? Oui, c'est ça, bah, on va avoir un ralentissement du métabolisme. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ça peut entraîner une prise de poids, un effet de stagnation, plus des fringales. Enfin, ça entraîne plein, plein d'autres choses Ok. qui sont pas terribles. D'accord, ok. Parce que voilà, moi j'avais justement cette question, c'est de savoir est-ce que cette stagnation, elle est réelle, enfin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie stagnation par rapport à la personne, est-ce qu'elle fait vraiment en fait les efforts ou pas. Enfin, mais du coup là, ce que tu dis, c'est que finalement les personnes, elles font cet effort-là, enfin potentiellement elles Mm. peuvent faire ces efforts, mais que du coup la perte de poids peut stagner à cause de ce phénomène, quoi. Ça peut être plein de choses, ça peut aussi être... C'est très difficile d'évaluer ces apports. On a du mal, hein, même nous en tant que diététicien ou diététicienne, on a du mal à évaluer les apports des personnes parce qu'eux-mêmes ont du mal à évaluer et à dire bah en fait j'ai mangé tant et en fait ils ont peut-être mangé un peu plus, ou les grignotages par-ci par-là qu'on oublie, hein, un bonbon par-là, un carré de chocolat par-là, et en fait ça fait ça plus ça et on se retrouve plus en déficit calorique. Donc ça peut être un mélange d'un peu tout ça. Ça peut être aussi le fait que bah, y a un jour où ils vont être en déficit et puis un jour ils vont pas l'être, puis un autre jour ils vont l'être, et en fait la fréquence va pas être suffisante pour entraîner une perte de poids. Donc ils vont avoir l'impression de faire énormément d'efforts et en fait que ça paye pas. Mhm. Et alors, donc, du coup, concrètement, quel conseil tu aurais pour une personne qui est dans ce cas de figure-là? Alors déjà, première chose, c'est se faire accompagner. Ouais. C'est très difficile d'entamer une perte de poids seule, donc se faire accompagner par un diététicien ou une diététicienne qui pourra créer quelque chose d'adapté par rapport aux habitudes du patient, par rapport à ses envies aussi, à ce qu'il aime. Et puis deuxième chose, c'est voilà, faire attention et ne pas penser que calories. Du Euh, coup, quand tu dis accompagnement, ce serait sur combien de temps et ce serait tous les combien à peu près Ça dépend vraiment des patients. Moi, je conseille généralement un minimum de 3 consultations, donc sur à peu près 3 4 mois. À mon sens, en dessous de 3 consultations, je ne peux pas adapter, changer s'il y a des modifications à faire. Et après, j'ai des patients pour qui les suivis sont bien plus longs, ça peut durer plus d'un an. Je peux les revoir tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. C'est un peu en fonction des besoins aussi du patient. Et il y aurait quoi d'autre comme conseil pour par rapport à cette Oui, stagnation, justement? ben justement, faire attention donc, à l'apport calorique. Ne pas penser que aux calories. Donc effectivement, oui, il faut être en déficit calorique. Mais ce déficit calorique, c'est 300-400 calories en dessous maximum. Mhm. En dessous de ça, on est dans le néant, hein. J'appelle ça le néant. Il y a finalement plus grand-chose. On n'apporte plus de vitamines et de minéraux suffisants. Et c'est là que ça peut entraîner justement bah, voilà, une reprise de poids. Donc faire attention à l'activité physique. Si on fait beaucoup d'activité physique aussi derrière, mais qu'on ne mange pas beaucoup, bah, on se retrouve avec justement ce néant calorique. Donc il faut bouger, oui, mais il faut aussi adapter ses apports en fonction de l'activité physique. Et est-ce que justement il y a des gens qui sont en stagnation aussi à cause du manque d'activité physique? Oui, bien sûr, oui, oui. Ça, c'est un fléau, hein, de notre génération, c'est la sédentarité. Et il y en a malheureusement beaucoup. Et puis avec les métiers qui font du 8h-20h, très difficile de bouger. Donc
Malheureusement, s'il n'y a pas du tout d'activité physique, c'est difficile d'entamer une perte de poids, hein. C'est pas impossible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais. Ok, ça marche. Et alors, du coup, toi, tu recommandes. Alors, évidemment, c'est très variable parce que il y a des personnes qui vont nous regarder qui ont peut-être 25 ans, qui sont en super santé, d'autres qui ont 65 ans, qui peuvent moins bouger ou même encore plus âgés, hein, d'ailleurs. Mais du coup, enfin, si tu devais conseiller là comme ça un petit peu une activité physique par rapport à cet objectif, tu dirais quoi? La marche à pied. La marche à pied, c'est vraiment l'activité physique qui est la mieux pour tout le monde, qui va pas épuiser le corps. En tout cas, c'est vraiment le strict minimum. Après, bien sûr, faire une activité sportive, donc 1, 2, 3 fois dans la semaine en fonction de la possibilité. Combien de temps pour l'activité sportive? Alors, je suis pas coach, Oui, je suis oui. pas coach, mais je dirais le temps qui est possible. Parce que, ben, pareil, les gens ont du mal à se dégager du temps pour faire du sport. Donc, ben, commencer par 20 minutes, puis après, faut augmenter à 45 minutes, puis après 1 heure, et puis après, je sais pas, 2 fois 45 minutes dans la semaine. Ok. Faut commencer doucement et puis augmenter progressivement. Et pour la marche? Pour la marche, c'est minimum 1 demi-heure par jour. Ok. Dans l'idéal, après, c'est monter les escaliers aussi, hein, pas prendre l'ascenseur, pas prendre les escalators. En fait, c'est bouger le corps dans sa globalité. Ok, super. Moi, j'ai des questions. En fait, c'est du coup par rapport aux plats que peuvent prévoir ces personnes-là. Imaginons, enfin voilà, si toi, tu as je ne sais pas, des conseils, des tips, voilà, de que peuvent. Voilà, moi, par exemple, imaginons, j'ai envie de perdre du poids. Quel repas tu me conseilles de faire un peu dans la semaine qui est un peu facile à réaliser Je conseille de la cuisine d'assemblage plutôt que de se dire je vais passer des heures à faire des lasagnes, des choses comme ça. Ok. Une cuisine d'assemblage, c'est juste on va prendre une protéine, qu'elle soit animale ou végétale, on va prendre un féculent et on va prendre un légume. Et voilà, on va manger ce repas-là. Ok. Pas obligé de faire un plat qui est composé, qui va devoir mijoter. Au début, quand on commence à changer son alimentation, c'est ça, quoi. Ok. Et tu peux donner 2 exemples, par exemple, de plats comme ça Un blanc de poulet qu'on a fait au four avec des épices, pour que ce soit un peu fun quand même. Ouais. Avec, par exemple, un peu de quinoa avec un peu de sauce tomate. Des légumes, ça peut être, alors, si on n'a pas du tout le temps de cuisiner, ça peut être un bocal de légumes, hein, c'est toujours mieux que rien du tout. Et sinon, si on a eu un peu plus de temps, on peut faire une courgette à la poêle, on peut faire une aubergine au four. Les one pot, c'est très à la mode. On vient mettre les 3 ingrédients, donc les féculents, les légumes et les protéines, avec un peu de liant, ça peut être une sauce tomate, un peu de pesto ou de crème. On met ça au four pendant un certain temps au même degré et tout cuit en même temps dans la même popote. Donc ça, c'est gain de temps pas mal. Ok, top. Et alors, j'ai une autre question qui est un petit peu en lien. On est dans le même cas de figure, donc c'est cette personne qui est en stagnation, mais donc elle rentre chez elle et elle a pas grand-chose, on va dire, dans son frigo. Et elle est en mode, elle veut faire son truc là pour en réduction, Ouais, déficit en calorique. déficit calorique. Qu'est-ce que tu conseillerais? Bon là, je t'ai pas donné trop d'éléments sur ce qu'il y avait dans le frigo, mais... S'il n'y a rien dans le frigo, il faut aller faire les débrouille. courses. Ouais. Parce que, Mais imaginons qu'il est 21h. Donc on peut pas s'il n'y a trop rien faire dans les le courses. frigo, tant pis, il va manger ce qu'il a. Parce que s'il n'y a vraiment rien, ça va être compliqué. S'il n'y a que des pâtes et des œufs, il fera des pâtes et des œufs. Après, il faut anticiper. Voilà. Si on se lance dans une perte de poids, il faut essayer d'anticiper au maximum pour justement se retrouver le moins possible dans cette situation-là. Ok. Après, chaque personne est humaine. Et même en perte de poids, si on fait une assiette de pâtes de temps en temps parce que on n'a pas eu le temps d'anticiper, parce qu'on est rentré tard ou parce que c'est pas ça qui va ruiner la perte de Oui. poids. Donc en gros, il pourrait, peut-être qu'il aurait peut-être des surgelés par exemple dans son frigo. Ah Il oui, pourrait s'il a faire, du surgelé, oui. je sais pas, des pâtes avec des légumes du congèle, plus des œufs quoi. Ouais, parfait. En gros, l'idée ce serait de toujours garder en tout cas cette proportion dans l'assiette quoi. Toujours les 3, super important. Voilà. Et si imaginons qu'il commande, qu'est-ce qu'il pourrait commander qui soit pas pire Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est bien ou pas de commander? Est-ce que ça craint parce que finalement, de toute façon, les huiles, etc., elles sont pas fous, elles sont pas incroyables Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, dans ma pratique, je conseille pas d'être dans la restriction et de pas se faire de repas plaisir, commande ou restaurant. Par contre, évidemment, il y a une question de quantité et de fréquence dans la semaine.
Mais si c'est si c'est une fois dans la semaine comme ça, ben, autant que le patient se fasse plaisir et qu'il commande ce qu'il a envie de manger, c'est-à-dire il a envie de manger une pizza, il commande sa pizza. Si par contre c'est vraiment, ça arrive trop fréquemment dans la semaine et on est plutôt sur, il faut essayer de choisir quelque chose d'équilibré, et ben c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Par exemple, si c'est, on peut commander japonais, on peut faire des sashimi avec un bol de riz et puis par exemple une salade de choux à côté. Ok. Voilà, plutôt que de prendre les sushis qui vont finalement être beaucoup de riz et pas beaucoup de poisson, on essaye de composer ça comme ça. Ou sinon, on peut se prendre un burger avec, plutôt que de prendre des frites à côté, on va essayer de mettre soit des petites tomates qu'on a dans le frigo. Ok. Comme ça, on a le pain, c'est le féculent, on va avoir la viande à l'intérieur. Alors oui, il y a un peu de sauce, mais c'est toujours mieux que rien du tout. On peut essayer de prendre viande blanche, par exemple, ou poisson, s'il y a. Oui. Je sais pas, hein, mais Ouais. voilà. C'est Ouais. une idée. Ok, parce que là, c'était un peu ça la question. C'était parce que, ce que je veux dire, c'est que la personne, elle rentre chez elle, c'est pas forcément un repas plaisir. Après, elle peut, hein, mais je me dis que si la personne, elle a déjà une autre occasion qui est prévue, type resto ou quoi, la semaine ou le week-end, que ça, c'était ça la question que je te posais. En gros, c'est qu'est-ce qu'elle peut commander et qui va pas la plomber tout de suite dans son régime, quoi. Mais après, il faut avoir conscience que commander, si on mange pas chez soi, ce sera toujours plus gras, toujours plus riche. Ouais. Donc dans tous les cas, si c'est commande, voilà, ce sera difficile d'être dans le déficit calorique ce jour-là. Ouais. Après, c'est pas grave, faut pas se culpabiliser pour ça, mais voilà, faut en avoir conscience. Un petit dernier mot justement sur cette histoire de stagnation. Donc selon toi, c'est plus, je veux dire, il n'y a pas de, comment dire, on peut forcément réussir à perdre du poids. On peut sortir de cette stagnation complètement, quoi. Je dirais pas toujours parce que je pense que c'est vraiment propre à chaque profil, chaque patient. Il y a aussi des troubles hormonaux qui font que c'est plus difficile de perdre du poids. Donc, je dirais que si on se donne les moyens et qu'on n'a pas d'autres problèmes de santé à côté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ok. Et après, est-ce qu'il y a une période aussi de consolidation? Si on a perdu du poids, il faut prévoir combien de temps pour consolider vraiment? Super important, c'est la période de stabilisation qui est souvent oubliée. La période de stabilisation, c'est le moment où en fait on va, donc on était en déficit calorique, c'est le moment où on va vraiment regrimper au niveau de l'apport énergétique pour se retrouver aux besoins. Si on reste en déficit calorique ad vitam aeternam, le corps au bout d'un moment il va se dire qu'est-ce qui se passe? Et le risque c'est de reprendre du poids, d'avoir beaucoup plus faim au bout d'un moment, de s'épuiser, de se fatiguer. Voilà. Donc, ok, d'accord, ça marche. Donc combien de temps à peu près? Pareil, c'est propre à chacun, ça peut Plusieurs être 3 mois. mois. En fait, c'est le temps de réaugmenter les apports. Donc ça peut prendre, 3 mois, ou un peu moins, un peu plus, ça dépend. Ok, ça marche. Bon, n'hésitez pas à commenter du coup ce que vous avez retenu justement de cette stagnation. Est-ce que, par rapport à votre cas, est-ce que vous pensez qu'il y a du coup des petits grignotages finalement que vous n'avez pas comptés, ou est-ce qu'il vous manque un petit peu d'activité physique? Et puis quels conseils vous retenez? Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'avais envie aussi de profiter de cette interview, Pauline, pour te demander si tu avais eu aussi soit des demandes insolites de la part de tes patients, ou aussi des régimes ultra farfelus que tu as vus. Je suis super curieuse d'avoir ton point de vue de professionnel en fait là-dessus. Alors, pour ce qui est des régimes farfelus, oui, bien évidemment, il y en a une quantité astronomique sur les réseaux, même dans les Fnac, les choses comme ça, on retrouve plein de livres où c'est un peu cata. Manger que des pommes, voilà, que des ananas. Exactement, la monodiète, ça s'appelle. Donc manger un aliment pendant 3 jours, une semaine, voire plus. Non, du coup, ça c'est une catastrophe. On apporte, si on part du coup sur une monodiète de fruits, on va squeezer les protéines, on va squeezer les lipides. Or, le corps, il a besoin de tout ça. Même sur une petite période, ça va plutôt être choquant pour le corps d'entraîner ça. Donc ça, oui, la monodiète, pas mal. Il y a le régime cétogène aussi qui a été utilisé pour entraîner une perte de poids, alors qu'à la base, c'est pour les épileptiques. Ça fonctionne très bien pour les épileptiques, ce régime. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvé dans les régimes amincissants. Donc pareil, pas lieu d'être là-dedans.
Et après... Mais après, il y a quand même des principes du régime cétogène qui sont applicables, non? Parce que le principe du régime cétogène, c'est de mettre pas mal d'apports protéiques, non? Non, cétogène, c'est du gras. Ah d'accord, je ne connaissais pas alors. Ouais, c'est du gras, donc en fait on va enlever tout ce qui est source de glucides, ou quasiment toutes. Pareil pour les protéines, et on va privilégier tout ce qui est lipides. Donc très très bien pour le système nerveux, hein, mais en perte de poids, non, à mon sens, pas terrible. Après on va avoir le jeûne. Le jeûne, vraiment le jeûne complet pendant une semaine, on ne va pas manger. Je sais qu'en Allemagne, ils le font beaucoup. Nous, je pense qu'en France, malheureusement, on n'a pas encore assez de connaissances. En Allemagne, ils ont des cliniques qui font ça, donc pourquoi pas. Il s'est accompagné avec des pros de santé. Enfin, c'est une équipe qui entoure vachement. En France, on n'a pas tout ça, et je pense que tout seul, ça peut plus être dangereux qu'autre chose. Ouais. Il y a déjà une fois comme ça où tu as eu peur d'un patient comme ça qui est arrivé et qui t'a dit je fais tel truc depuis tant de temps, et tu t'es dit... Il y en a qui me disent ça fait des années que je mange plus le midi, ou que je mange plus de féculents, voilà. Mais dans les extrêmes comme ça, non, généralement ils viennent pas voir les diététiciennes, je pense. Ok. Non. Et en termes de demande, du coup, folle que tu as pu avoir? J'ai pas eu de demande complètement folle, mais c'est des trucs un peu classiques. C'est est-ce que vous avez une pilule magique? Oui. Est-ce que vous avez un ingrédient miracle? Est-ce que je pourrais perdre 10 kilos en 2 mois? Voilà, c'est... Mais non, pas de... Tu penses que 10 kilos en 2 mois, c'est pas gérable? Ah non, pas du tout. Bah non, ça va être du muscle principalement. Ouais, oui. Moi, ce que je conseille, c'est 1,5 kg, 2 kg maximum par mois pour que ce soit physiologique. Ok. Le risque, en fait, c'est de reprendre du poids après, reprendre plus et de faire le yo-yo sur des années. Et est-ce qu'il y a quand même des aliments miracles? Alors, j'entends bien qu'évidemment, il y a plein de choses à réadapter pour pouvoir vraiment persévérer et avoir une perte de poids qui est durable. Mais est-ce qu'il y a justement des aliments qui sont particulièrement intéressants quand on est en perte de poids? J'ai souvent entendu l'ananas ou peut-être un peu le citron. Alors ça, c'est vraiment des idées reçues. Il n'y a aucun aliment brûle-graisse. Ça, je sais qu'on l'entend beaucoup, mais il n'y a aucun aliment qui va augmenter la dépense énergétique, la dépense calorique, qui va aider à la perte de gras. D'ailleurs, pareil pour les compléments alimentaires miracle, brûle-graisse ou autres dans le genre, non, ça ne fonctionne pas. Par contre, je dirais que les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, c'est souvent négligé. Et dans une perte de poids, c'est super important parce que comme on crée un déficit calorique, on va souvent diminuer l'apport en glucides, sans le supprimer, mais on va le diminuer. Et pour que le patient ne soit pas affamé, faut absolument augmenter l'apport en protéines pour qu'il n'y ait pas de perte de masse musculaire non plus. Ok, donc par exemple pour quelqu'un qui fait à peu près 65 kilos, il devrait manger combien de protéines le midi ou le soir? Alors ça va dépendre de l'âge, parce que tout ce qui va être, tous les patients qui vont être personnes âgées, on va avoir un apport protéique plus important. Mais pour par exemple quelqu'un de notre âge, on est sur minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids. Donc ça c'est vraiment le strict minimum. Et en perte de poids, je conseille plutôt être sur Par jour. Par jour, oui. Plutôt être sur 1,5-2 grammes par kilo de poids par jour. Donc tu m'éclaires un peu parce que si imaginons que je prends un filet de poulet qui fait, je sais pas combien, 100 grammes par exemple. 100 grammes, ok. Donc du coup là il y a 20 grammes de protéines là-dedans, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc ça voudrait dire que si je veux manger, alors imaginons que je fasse 60 kilos, c'est pour, c'est pour simplifier. Donc ça ferait entre 60 grammes et 120 grammes par jour. Donc ça nous ferait entre 3 et 6 escalopes de poulet, quoi. Si on mange que du poulet, c'est ça. Mais après, il n'y a pas que... Ou équivalent, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Du coup, ça veut dire qu'il faut bien doser, quoi. Oui, alors après, il y a tout ce qui va être viande, poisson, œufs, qui vont être en source de protéines. On va avoir tout ce qui est protéines végétales, donc le tofu, les légumes secs... Mais on va aussi avoir en protéines de complément, tout ce qui est produits laitiers, le fromage, les yaourts. Il y a des yaourts qui sont plus protéinés que d'autres, comme les skyrs, les petits suisses, donc à privilégier aussi pour augmenter l'apport en protéines. Et puis après, tout ce qui est céréales complètes aussi vont être riches en protéines. Donc il y a vraiment un grand intérêt à plutôt privilégier du quinoa, du sarrasin, des pâtes complètes que du riz blanc, des pâtes blanches,
du pain blanc, Ok. voilà. Et en combien de fois? Est-ce qu'il faut faire, par exemple, 3 repas plus éventuellement des collations ou pour Pareil. écouter sa faim Oui, ça c'est aussi un grand sujet, on pourra rentrer dans le détail, mais voilà, 3 repas c'est bien, Ouais, plus une collation pour les personnes qui ont besoin de couper l'après-midi ou qui ont besoin de faire une collation. C'est pas du tout un problème de prendre une collation, il faut juste ok, qu'elle soit bien faite. ok. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire 2 aliments minimum différents. Donc D'accord. on évite de prendre une pomme toute seule ou des amandes toutes seules Ok. parce que la digestion va être beaucoup trop rapide. Je connais pas beaucoup de personnes qui arrivent à manger juste une dizaine d'amandes si elles mangent que des amandes. Généralement, c'est le paquet qui Ok. passe. Donc, D'accord. si on vient l'associer à autre chose, il y a plus de satiété, plus de goûts différents. Donc, Pour revenir sur l'histoire de est-ce qu'il faut écouter sa faim ou pas ouais. Ça, c'est délicat parce qu'il y a des personnes qui, en fait, n'ont pas de sensation de faim et de satiété. Donc après, c'est tout un travail à faire à côté. Mais pour les personnes qui me disent « j'ai pas faim matin, midi, soir », ben malheureusement, il va falloir qu'on essaye de faire quelque chose. Ouais. Parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Oui. Moins on va manger, moins on va avoir faim, plus on va être fatigué, moins on aura envie de faire à manger. Enfin, c'est un cercle vicieux. Donc, il faut... voilà, même si on part sur des petits repas pour commencer, mais on va être obligé voilà, de se mettre un petit coup de pied aux fesses Ouais. sur certaines choses. Je vois, parce que ça me fait penser à une dame que je suis comme ça en consultation d'addictologie et elle a un rythme qui est chaotique, quoi. Donc, enfin, il y a une addiction à des médicaments, mais en plus de ça, c'est vrai qu'en fait, dans son sac, il y a une plaquette de chocolat, les cigarettes, les chewing-gums, etc. Et puis elle mange des bonbons. Et puis, du coup, moi, ça me paraît fou parce que je me dis, c'est des trucs que je m'autoriserais même pas dans mon régime. Alors que elle, du coup, elle a l'impression de rien manger. Donc, Oui, mais c'est ça, ouais. C'est assez incroyable. En fait, c'est des aliments qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac. Mais qui ont un apport énergétique super important. Les bonbons et tout ce qui va être voilà, boisson, soda, tout ça, j'appelle ça les calories vides. Enfin, on appelle ça les calories vides. Ouais. Donc ça apporte rien que des calories. Oui. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est vitamines et minéraux, c'est super important. Bon, après, ça n'empêche pas de se faire plaisir. Non, de temps bien en temps, sûr. mais... Alors là, non, vraiment, oui, il faut, c'est super important. Le carré de chocolat après chaque repas est conseillé. Tu conseilles quoi alors comme type de chocolat? Du chocolat noir quand même, non? Bah pas forcément. Parce que quelqu'un qui aime pas le chocolat noir, qui a envie de chocolat au lait et qui va manger du chocolat noir, après son carré de chocolat noir, il aura toujours envie de chocolat au lait. Donc on peut rentrer après dans une forme de frustration et dans une semaine, ce sera la plaquette de chocolat au lait qui passera plutôt que si on fait un morceau de chocolat au lait après chaque repas. Ok. Et fun fact, le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait. Oui. Donc, mais c'est des meilleures calories, non? Pas forcément. Alors, le chocolat noir, c'est pas la quantité qu'on mange qui va nous apporter magnésium ou autre. Hein. Ok. Non, donc vraiment, le chocolat, c'est un aliment plaisir, qu'il soit lait ou noir. Ou noir. Après, il y a chocolat au lait et chocolat au lait. Ouais. Sans citer de marque, il y a des marques de grande distribution qui sont, oui, c'est sûr que c'est cata. Mais il y a des bons chocolats au lait. Je ne citerai toujours pas de marque. Mais on peut trouver un entre-deux en mangeant du bon chocolat au lait. Ok, d'accord, intéressant. Donc il faudra venir te voir en consulte pour savoir quels sont les Exactement. chocolats ou ça. les recommandés. À qui ça s'adresse l'alimentation anti-inflammatoire, pardon? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes privilégiées qui pourraient s'orienter? Alors ça pourrait être pour tout le monde, hein, parce que c'est une alimentation qui va être riche en antioxydants. Donc en tout cas, c'est pas à privilégier. Enfin, oui, c'est à privilégier pour certaines personnes. Mais si par exemple, toi, voilà, tu as envie de suivre de l'anti-inflammatoire sans aucune raison, t'as pas de pathologie inflammatoire, ce sera pas problématique pour toi, parce qu'on n'est pas sur un régime. Voilà, c'est vraiment une alimentation classique, où on va venir diminuer certains aliments sans les supprimer et augmenter d'autres aliments. Et à savoir que de toute façon, notre alimentation à tous, elle est un petit peu trop inflammatoire, n'est-ce pas? Alors, ça dépend ce qu'on consomme, mais si on consomme beaucoup de produits transformés, oui, ça c'est sûr que ça peut être très inflammatoire. Oui. Le lait aussi, ça l'est? C'est propre à chacun aussi, en fait. Le lait de vache, hein, donc la protéine de lait de vache, la caséine, elle peut être inflammatoire chez certaines personnes, mais c'est pas le cas pour tout le monde. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, je sais pas, mais quand on se balade dans un supermarché,
Il y a il y a du lait, il y a des yaourts Mmh. toutes formes, de la glace, etc. Ça, c'est des trucs qui peuvent être inflammatoires, mais pas chez tout le monde, quoi. Ben, en fait, on n'a pas tous un problème d'inflammation, Oui, on n'est pas tous d'accord. sensibles à la caséine, oui. D'accord. Mais en tout cas, ce sont des substances qui peuvent créer de l'inflammation, non? Pour quelqu'un Pas qui a pour tout le déjà monde. de l'inflammation, D'accord. ouais. Et le sucre, est-ce que c'est inflammatoire? Les sucres industriels, oui, ça peut l'être. Alors ça, c'est une Ok. question plutôt de glycémie. Mais on supprime pas le sucre non plus parce que, enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, je le supprimerai jamais. Simplement, on va privilégier du sucre plus intéressant, donc du sucre de coco, du sirop d'érable, du vrai miel, voilà, des choses naturelles. Ok. Et donc, il y a quoi comme pathologie pardon. Je me Pathologie confonds. inflammatoire. Voilà. Ben, on va avoir par exemple la plupart de mes patientes anti-inflammatoires, ça va être l'endométriose, le SOPK. J'ai beaucoup de pathologies digestives aussi, on travaille beaucoup sur le microbiote, etc. Et après, on va aussi avoir un peu d'eczéma, de psoriasis. Voilà. Ok. D'accord. Donc, ça peut être à la fois des hommes, des femmes. Bien sûr, oui, complètement. Comment est-ce que tu conseilles justement d'utiliser le gingembre? Oui, bah alors le gingembre, le curcuma, hein, tout ce qui est épices, plusieurs solutions. Soit on le prend brut, donc c'est-à-dire on prend vraiment la racine, je crois que tu en as d'ailleurs. Ouais, carrément. J'ai fait des petites emplettes. Comme je savais que tu Trop venais au bien, cabinet, ouais. donc Donc là, on va avoir le gingembre, t'as une belle racine, et là, c'est le curcuma. curcuma, ouais. Donc du coup, soit on les prend brutes comme ça, et on peut les écraser, on peut les presser, on peut les couper, faire des petits cubes, voilà. On peut les presser aussi dans des jus, si on fait des petits jus de légumes, des petits smoothies. À privilégier bio si possible, comme ça en plus on peut même garder la peau, donc on va pouvoir avoir encore plus de nutriments. Ah, on peut garder la peau Si on prend bio, ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Alors plutôt dans les jus, hein, parce que sinon si tu le prends avec la peau en râpant, ça risque de pas être très bon. Mais si tu fais un jus, D'accord, une infusion, enfin une ouais, décoction. voilà, ou une infusion, c'est pas un problème de la garder. Et après, sinon, sous forme d'épices, un peu plus facile à utiliser. Et on peut en mettre absolument partout, dans des boissons chaudes, sur des légumes, dans des soupes, voilà. Ok, super. Je Merci. te rends ça. Et est-ce que le citron, c'est anti-inflammatoire d'ailleurs? Là, j'en ai mis un peu dans l'eau. Ouais, alors Ouais. ben, c'est anti-inflammatoire si c'est de saison. En fait, vraiment, tout est question de saison. C'est-à-dire que si là, on est dedans, normalement, C'est bon. on est dedans, ouais. Si on consomme un légume, je prends l'exemple de la tomate, parce que la tomate, elle a vraiment 2 saisons bien précises, enfin une saison plutôt. Elle est disponible que l'été, la tomate. Si on la consomme en hiver, on est sur un légume, fruit, voilà, qui n'est pas de saison et donc qui n'a aucune vitamine. Il n'y a aucun intérêt à en consommer. Donc ce ne sera pas anti-inflammatoire. Voire, elle a été un peu aidée pour pousser, on lui a mis des petites choses et donc elle serait plutôt dans la catégorie inflammatoire. Ah oui. Voilà. Ok. Donc non, il faut consommer de saison ou surgelé. Ok. Oui, parce que... Et alors, tiens, je me demandais justement, est-ce que dans le surgelé, c'est... Je veux dire, parce que j'avais entendu que, effectivement, si on garde des légumes et des fruits plus de 2 jours, je crois, au frigo, enfin, que ça peut perdre en nutriments, en tout cas pour les légumes. Est-ce que quand on achète du surgelé, on est sûr que ça a conservé les vitamines? Oui, alors ça garde les vitamines. Ça stoppe la maturité du produit, ce qui fait qu'on ne perd pas les vitamines une fois que c'est surgelé. Par contre, oui, si on laisse sa carotte ramollir pendant plusieurs semaines dans le frigo, on va perdre en bénéfice. Après, elle sera toujours avec quelques vitamines quand même. Oui. Dire qu'elles sont complètement disparues, ce serait Oui, mentir quand même. ok, d'accord. Ouais. Oui, oui. C'est à prendre avec des pincettes. Oui, voilà, c'est ça, on ne fait pas de gâchis. Elle sera quand même très bonne pour la santé, cette carotte, même si elle est un peu ramollo, quoi. Ok, très bien. Bon, c'est encourageant. Ça marche. Commentez en commentaire s'il y avait un aliment, par exemple, que vous ne connaissiez pas ou un que vous avez envie justement d'utiliser dès cette semaine, de vous acheter peut-être au bio, voilà, pour vous y mettre. Et dites aussi si vous avez un problème de santé que vous aimeriez justement, alors je ne vais pas dire guérir, mais en tout cas peut-être que vous avez envie de diminuer l'impact des symptômes d'une maladie. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie. Et voilà, j'avais envie d'en savoir plus sur ton histoire personnelle et professionnelle, enfin ce qui t'avait amené
à être diététicienne. Voilà, bah, du coup, déjà, peut-être tu peux nous dire en quoi ça consiste, le métier de diète. Oui, alors ce n'est pas maître ou perte de poids, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes le pensent, hein. Donc moi je suis professionnelle de santé, donc en gros c'est la santé par l'alimentation. Donc ça passe par se sentir bien dans son corps, être en bonne santé, vieillir longtemps et bien. Et évidemment, oui, il y a la perte de poids, mais voilà, on ne fait pas que ça. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est anti-inflammatoire, donc les pathologies endométriose, comme je te disais, SOPK, tout ça. Donc voilà, Parce c'est que la santé. pour raison personnelle, après t'es pas obligé de partager, hein, mais Ah est-ce non, qu'il y avait non, quelque chose qui faisait que tu avais des douleurs ou des choses comme ça oui. qui étaient gênantes? Alors moi, on m'a diagnostiqué une colopathie fonctionnelle en 2022. Ok. Donc après plusieurs mois de crampes, de douleurs, de crises abdominales, à me mettre à quatre pattes dans la rue, c'était assez catastrophique. Et ben voilà, diagnostic colopathie fonctionnelle, et en fait on m'a laissé sortir avec ça, c'est tout. D'accord. Et on m'a dit une liste de médicaments bien génériques en pharmacie, et puis c'est tout. Donc pour réduire les symptômes, mais pas pour venir traiter la cause. Donc, on va dire que j'ai eu la chance d'être diététicienne et j'ai creusé le sujet dans tous les sens. Et j'ai commencé à faire de l'anti-inflammatoire. Alors, au début, un peu restriction, un peu dans l'excès. Puis, en fait, j'ai réussi à comprendre que c'était pas la peine. Donc, en fait, j'ai été mon premier cobaye sur l'anti-inflammatoire. Donc, voilà pourquoi je me Et suis... ça a marché. Complètement. Aujourd'hui, je peux manger quasiment de tout sans me tordre de douleur. Donc, c'est une énorme victoire. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu disais juste avant, le fait que, c'est quoi, t'étais aux urgences, c'est ça? Et on t'a dit, prenez ci et ça, c'est ça? Non. C'était un médecin J'ai fait fibro, colo, pour oui. être sûre que c'était pas maladie de Crohn, Ok. pour enlever tout ce qui est Mickey. Et Donc un gastro-entérologue qui t'a oui, dit, prends ça. c'est ça. Mais c'est classique, hein, on Oui. va pas leur jeter la pierre, Non. c'est classique. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait rediriger dans ce cas-là. Oui. Il faut rediriger parce que j'en ai une quantité astronomique, hein, des patients et patientes qui sortent avec ce diagnostic-là et qui malheureusement arrivent un peu démunis. Je sais pas quoi faire. Et juste rediriger, ce serait top, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je pense que je me suis orientée en médecine générale et aussi la manière de l'exercer, parce que je pense qu'il y a plein de sortes de médecine générale. Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que je me disais typiquement la demande classique aux urgences où la personne, elle va faire une radio, un scanner, une échographie, une biologie, et puis on va rien trouver, on va dire merci monsieur, c'est normal, rentrez chez vous avec du Doliprane. Et c'est hyper frustrant, et pourtant, comme tu dis, il y a plein de choses qui ne peuvent peut-être pas être évoquées, évidemment, dans ces centres d'urgence. Je suis pas en train de dire d'enlever les urgences, évidemment, on en a besoin pour plein de choses, et on est très reconnaissant de les avoir. Mais c'est vrai que du coup, il y a toute une démarche peut-être soit préventive et aussi d'accompagnement de tout environnemental, en fait, et qui est hyper primordial, quoi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a, toi, poussé à devenir diététicienne? Eh bien, en fait, ça ne m'était pas à la base venu à l'esprit. Je cherchais ce que je voulais faire. Je suis partie en fac de biologie. Je ne suis pas restée longtemps. Je passais honnêtement plus mon temps au café qu'en cours. Et puis un jour, le patron de ma mère m'a dit « Et pourquoi tu ferais pas ça ?» Et ben, je me suis demandé, oui, pourquoi je ferais pas ça? Alors, ça m'était pas venu à l'idée à la base, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai souffert comme beaucoup d'adolescentes d'hyperphagie, hein, donc des prises alimentaires assez importantes. Dans la culpabilité, donc ça m'était pas du tout venu à l'esprit de pouvoir m'orienter vers ça. Et ben je m'y suis orientée et en fait je me suis retrouvée complètement passionnée par ce métier et aujourd'hui je suis plus que ravie d'avoir pris cette voie. Et quand tu dis prise alimentaire importante, tu penses à quoi comme aliment Ah bah c'était du Nutella à la petite cuillère, c'était des gâteaux, c'était pas des carottes, hein, c'était pas des légumes, c'était pas des fruits, c'était vraiment des produits ultra industriels, très chocolat. Mais tu penses que c'était entre guillemets pour combler quelque chose ou ça, ou c'était juste l'adolescence et du coup
Non, non, il y des avait, il mauvaises y avait un habitudes? mal-être, il y avait un mal-être à l'adolescence, hein, ça c'est clair, et je pense que c'était ma manière de, voilà, de combler un vide, de me sentir mieux. Ça ne fonctionnait pas du tout, hein, mais voilà. Et ta maman, elle faisait quoi? Elle travaillait dans un hôpital ou? Dans les assurances, Ah rien oui, à non, voir. rien à Ah voir, non, ouais. rien à voir, D'accord, rien à ok. voir. Ça marche. Et du coup, par association d'idées, tu t'es dit, bon, bah, c'est quelque chose qui me parle et en même temps, ça peut être Ouais, intéressant. bah, je me suis du coup beaucoup plus renseignée sur le sujet. Je suis partie à Nantes faire mes études. Ok, Et je suis allée vivre avec ma cousine, donc il y a eu tout un truc qui m'a fait dire que c'est sympa, ça peut être chouette, et donc j'ai foncé plutôt tête baissée. ça dure combien de temps les études de diète? 2 ans. 2 ans, c'est soit, alors 2 ou 3, donc soit on fait un UT, soit un BTS. Donc moi j'ai fait un BTS diététique. Et après j'ai fait une année de spécialisation en nutrition thérapeutique, donc j'ai fait un bachelor en plus. Et après je me suis retrouvée à l'hôpital pendant 4 ans. Voilà. D'accord, tu travaillais dans un service de troubles de comportement alimentaire? Pas du tout. Je prends pas les troubles du comportement alimentaire. Ah Ça oui. Mhm. c'est on va dire quasiment la seule pathologie que je prends pas. Non, non, j'ai travaillé en cancérologie et en maternité principalement. Ok, Réanimation aussi, et puis un petit peu de cardio, un petit peu de chirurgie. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses pendant ces 4 ans, c'était super. ok, super. Mm. Est-ce que tu as un petit mot que tu as envie de rajouter, peut-être? Que l'alimentation, ça doit absolument pas être un fardeau. Même, enfin, que ce soit pour une perte de poids ou pour une pathologie, si c'est un fardeau, c'est que ça fonctionne pas, et dans ce cas, il faut se faire accompagner avec un pro de santé qui comprendra ce qui se passe pour vous. Je sais que c'est pas aussi le cas de tout, hein, les pros de santé. Donc, continuez à persévérer, à aller en voir d'autres s'il faut, et voilà, l'alimentation, ça peut être très très cool, très très fun, et même avec une pathologie, même en perte de poids, on peut se régaler, et voilà. Super, ouais, moi j'ai le sentiment même que effectivement les personnes qui réussissent à perdre du poids durablement, même je pense à là, une influenceuse comme ça qui fait du fitness qui s'appelle Justine Galis, je sais pas si tu vois qui c'est, mais Non, enfin. ça me dit rien. Et en fait c'est quelqu'un qui publie effectivement, mais depuis peut-être une dizaine d'années, et donc son poids il est de plus en plus stable, je pense, et puis elle a aussi une alimentation hyper variée, et qui fait que même ses collations, etc., sont très travaillées. Je pense que voilà, elle développe tout ça. Comment elle travaille sur une application avec une diète aussi qui lui aide à faire des régimes et tout. Mais c'est vrai que voilà, je pense il y a cet équilibre en fait Exactement. quand quelqu'un cherche à vraiment du coup, alors c'est plus stagner, mais c'est rester sur un poids qui est bon pour sa santé et tout. Il y a un équilibre qui se fait. Mm. Et du coup, si je peux me permettre, même si je suis pas professionnelle dans ce domaine-là, mais si je fais le lien même avec moi, ma spécialité qui est la dictologie, bah, je me dis peut-être qu'il y a aussi voilà, encore une fois, un équilibre à trouver entre quelque chose qui est de l'ordre de la rigidité, comme une discipline, mais qui serait trop importante, ou à l'extrême on rentrerait dans comme l'anorexie, enfin voilà, Oui. quelqu'un qui essaye de contrôler vraiment tout pour ne plus jamais manger. Et au contraire, bah, d'un autre côté, si on fait jamais les efforts suffisants, etc., bah, c'est sûr que ça va jamais fonctionner. Ah oui, c'est clair. Donc voilà, il y a peut-être ce juste milieu aussi où, comme tu dis, ça peut être super fun, et d'un autre côté, peut-être qu'on peut aussi avoir cette capacité de réussir à maîtriser, parce que contrôler, c'est peut-être un peu Mm. trop dur, mais à maîtriser pour pouvoir quand même peut-être, par certains moments, si vraiment il y a une prise de poids, bah, se dire, bon, bah là, je fais peut-être des efforts particuliers en ce moment. Oui, oui, c'est sûr qu'il faudra des efforts pour changer ses habitudes alimentaires, ça, mais ça peut être fun. Oui, 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 c'est sûr, ouais. Mm. Ok, bah merci beaucoup d'avoir pris le temps voilà, de cette interview. Avec plaisir. Et puis tous ceux qui sont là, voilà, qui sont encore là, bah, merci de votre écoute. Et puis aussi, n'hésitez pas à commenter, voilà, à dire en commentaire ce que vous retenez particulièrement de cette interview. Et voilà, moi si je fais ça, c'est vraiment pour vous aider à reprendre en main votre santé. Donc je serais super curieuse de savoir comment est-ce que vous allez appliquer tout ça dans votre quotidien, parce que évidemment, ça peut être très divertissant de regarder une vidéo, mais
aussi, la question c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire cette semaine qui est peut-être différent de d'habitude, soit pour augmenter votre activité physique ou pour choisir des aliments soit anti-inflammatoires ou faire attention à votre alimentation, etc. Donc n'hésitez pas à le partager en commentaire, je suis sûre que ça va encourager aussi plein de personnes. Voilà, et je vous remercie les amis d'avoir regardé cet épisode et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao.